Bienvenue à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un secteur qu'on pense connaître, mais dont l'image est souvent un peu figée dans le passé. L'industrie du textile au Québec. Exactement. Tu sais, quand on entend textile québécois, l'image qui vient en tête, c'est souvent les fermetures d'usines des années 2000, la grosse concurrence internationale. Ouais, l'idée d'une industrie sur le déclin. C'est ça. Mais en préparant ça, on a vu des données qui racontent une toute autre histoire. On a épluché le diagnostic sectoriel du CSMO textile, puis des études plus récentes sur le virage vers le numérique. Fait que notre mission aujourd'hui, c'est de voir comment cette industrie-là a opéré sa métamorphose et si elle est vraiment prête pour l'avenir. C'est exactement ça, la grande transformation. L'image de la vieille usine de T-shirts, là, elle n'existe presque plus. C'est rendu des labos de matériaux de pointe. C'est une industrie qui a survécu pas en essayant de faire comme avant, mais en devenant complètement autre chose. C'est fascinant. On parle d'un noyau d'entreprises hyper spécialisées, innovantes, qui se battent plus sur le prix du coton, mais sur la performance de leurs produits. C'est cette histoire de résilience-là qu'on va décortiquer. Allons-y. Commençons par la base, juste pour se faire une tête. En 2019, on parlait d'environ 321 entreprises. C'est pas énorme. Non, et c'est un écosystème qui se divise en trois, mettons. Il y a celles qui font la matière première, les fibres, les fils. Ça, c'est un peu plus du tiers. Le plus gros groupe, c'est celui qui fabrique des produits finis, mais pas des vêtements, genre des tapis, des rideaux, des sacs industriels. OK. Les produits textiles techniques. Voilà. Puis le dernier, un plus petit segment, qui tricote des vêtements comme des bas ou des chaussettes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des géants. La très, très grande majorité de ces entreprises, ce sont des PME. Oui, j'ai vu ça. La plupart avec moins de 20 employés. C'est ça. C'est un réseau de petits joueurs agiles, concentrés surtout à Montréal et en Montérégie. Puis cette structure-là, ça explique beaucoup leur capacité d'adaptation. Une petite shop peut pivoter pas mal plus vite qu'un mastodonte. C'est un bon point. Fait qu'on n'est plus dans le modèle de la méga-usine, mais dans un tissu de PME. Et cette agilité-là, on la voit dans les chiffres sur l'emploi qui sont pas juste une histoire de déclin. Non, c'est plus complexe. C'est une dynamique qui est fascinante. Entre 2015 et 2019, si tu regardes sous le capot, tu vois un transfert. Ah, OK. Les secteurs traditionnels, là, fabrication de tissus, tricotage de vêtements, eux, oui, ils ont perdu des employés. Mais, pendant ce temps-là, le secteur des autres produits textiles. Ceux dont on parlait, tapis, les sacs. Exact. Eux, ils ont connu une croissance de 10 de leurs effectifs. C'est le signe d'une restructuration vers des produits à plus forte valeur. D'accord, je vois le portrait. Mais attends, il y a un chiffre qui m'accroche. On dit que c'est une industrie locale, mais la balance commerciale est lourdement déficitaire. Ah oui. On importe beaucoup, beaucoup plus qu'on exporte, surtout de la Chine, des États-Unis. Comment une industrie peut être en santé si elle dépend autant des importations? C'est le paradoxe qui définit le modèle d'affaires d'aujourd'hui. Nos entreprises n'essaient plus de compétitionner sur la production de la fibre de base. C'est une bataille qui est perdue d'avance. OK. Alors, elles importent la quasi-totalité de leurs matières premières. Et elles se concentrent là où elles peuvent vraiment se démarquer. La transformation, l'innovation, la création de produits finis spécialisés. Elles achètent le fil à l'étranger, mais elles tissent la toile d'araignée synthétique la plus résistante au monde, ici, au Québec. Attends une minute. Donc, on importe massivement, la balance commerciale est dans le rouge, mais la productivité, elle, a explosé de 25 % en 2011 et 2018. C'est ça. C'est complètement contre-intuitif. Qu'est-ce qui explique ça? Ça veut dire qu'on fait beaucoup plus avec moins de monde. Exactement. C'est la preuve la plus claire de leur transformation. Cette hausse de productivité, elle vient pas du fait qu'on produit plus de T-shirts à l'heure. Non. 90 % des entreprises ont innové en 2015 et 2017. Pas en inventant des nouveaux produits, mais en améliorant leurs procédés de fabrication. Elles sont devenues plus intelligentes, plus efficaces. Mais toute cette technologie-là, cette innovation, ça repose sur des gens. Toujours. Et c'est là, d'après toutes les études, que le bas blesse vraiment. On dirait que c'est le talon d'Achille de toute cette belle histoire de Renaissance. C'est le défi numéro 1 et de loin. C'est un problème à deux têtes. Ah oui? D'un côté, tu as la pénurie de main-d'œuvre généralisée qui touche tout le Québec. Mais le textile a un problème de plus, une crise d'image. Pour bien du monde, le secteur est encore vu comme peu payant, conditions difficiles. C'est une perception qui date de 20 ans, mais qui a la vie dure. Et ça rend le recrutement difficile, j'imagine? Extrêmement.
Et à ça s'ajoute une vraie bombe à retardement démographique. J'ai lu un chiffre qui m'a fait sursauter. Lequel? 70 des employeurs estiment que plus de la moitié de leurs employés de production ont 45 ans et plus. C'est énorme! Ça veut-tu dire que dans 15-20 ans, il n'y a plus personne pour faire fonctionner les machines? C'est la crainte. On fait face à un mur de départ à la retraite. Et avec eux, c'est tout un savoir-faire qui risque de disparaître. Ouf! La conséquence directe, c'est un besoin criant de planifier le transfert des connaissances. Actuellement, la méthode la plus utilisée et de loin, c'est le compagnonnage. Le compagnonnage. Un travailleur d'expérience qui forme la recrue sur le tas. On peut donc imaginer la scène. L'employé de 60 ans qui connaît sa machine par cœur, qui la sent, qui montre le tour de main à un jeune de 25 ans. C'est exactement ça. C'est précieux. Mais le problème, c'est que c'est souvent informel. Si ce savoir-là n'est pas documenté, standardisé, il disparaît le jour où l'employé prend sa retraite. C'est le risque. Et c'est là où ça fait le plus mal. C'est quoi les postes où on cherche désespérément? Les besoins les plus criants, c'est pour des postes très concrets. Plus de la moitié des entreprises cherchent activement des opérateurs de machines à coudre industrielles. Ah oui, quand même! C'est un besoin massif. Juste après, tu as les opérateurs généraux, les tisseurs, les manœuvres, bref, les gens qui font tourner les usines au quotidien. OK, face à ce mur-là, qu'est-ce que les entreprises font? Est-ce qu'elles restent les bras croisés? Pas du tout. Elles sont forcées d'être créatives. Leurs stratégies de recrutement se sont tournées massivement vers des bassins de main-d'œuvre qu'on négligeait peut-être avant. Comme, Par exemple, 82 des entreprises embauchent volontairement des travailleurs expérimentés de 50 ans et plus. Elles ont compris que l'expérience, c'est un atout. De la même façon, 70 recrutent activement des travailleurs immigrants. C'est devenu une stratégie de survie essentielle. D'accord. Ça, c'est pour attirer les gens. Mais une fois qu'ils sont là, comment on les garde, surtout si le secteur traîne une réputation de bas salaire? C'est l'autre volet de la bataille. Les entreprises travaillent sur la rétention, oui, en améliorant les conditions, la conciliation travail-vie personnelle, les avantages sociaux, les salaires. Mais les enquêtes auprès des travailleurs montrent un portrait nuancé. En général, les employés sont très satisfaits de l'ambiance, de l'accueil, des collègues. Ils se sentent bien. C'est déjà une bonne chose. Oui, mais 2 points noirs ressortent tout le temps. Le salaire, où 35 des employés de production s'en disent insatisfaits, OK. et le manque de possibilités d'avancement. En gros, le message, c'est « J'aime ma job et mes collègues, mais j'ai l'impression de plafonner. » C'est un défi énorme. Mais malgré ce casse-tête de main-d'œuvre, l'industrie continue d'avancer. Parlons de l'avenir, là. Oui, On a compris qu'on revenait pas à la production masse. Fait que vers quoi on se dirige? Parce que c'est plus juste qu'une question de vêtements, n'est-ce pas? absolument pas. L'avenir, c'est dans les marchés de niche à très, très haute valeur ajoutée. On parle de textiles techniques, des tissus pour la protection individuelle des pompiers, des matériaux pour la sécurité dans les mines, des composites pour alléger les avions, des textiles pour le domaine de la santé. Quand tu parles de textile intelligent ou de géotextile, peux-tu donner des exemples concrets pour qu'on puisse vraiment se l'imaginer? Bien sûr, un textile intelligent, c'est un tissu qui intègre de l'électronique. Ça peut être un T-shirt qui mesure ton rythme cardiaque en temps réel et qui envoie ça à ton téléphone. Wow! Un géotextile, c'est une immense toile synthétique ultra résistante qu'on déroule sous les routes ou les pistes d'aéroports pour stabiliser le sol. C'est invisible, mais c'est partout. Le Québec a développé une vraie expertise là-dedans. C'est fascinant. Donc, l'industrie se tourne vers ces applications de pointe. Mais, et nous, là, les consommateurs ordinaires, y a-t-il encore une place pour les vêtements faits au Québec? Est-ce que les gens en veulent encore? C'est l'autre grande force qui redessine le paysage. On assiste à une prise de conscience, à un certain rejet du modèle de la fast fashion. La mode jetable? C'est ça. Cette mode-là à bas prix, de plus en plus de consommateurs cherchent des produits durables, fabriqués localement de manière éco-responsable. Ça crée une nouvelle opportunité pour les entreprises québécoises qui peuvent jouer la carte de la qualité et de la proximité. C'est qui nous amène directement à l'autre grand virage, le virage vert. C'est bien beau que les consommateurs le demandent, mais est-ce que l'industrie est prête à suivre? C'est là qu'on voit un décalage. Une étude de 2023 montre que seulement 33 des entreprises du secteur ont un plan d'action concret pour le virage vert. Seulement un tiers. Oui. Le principal frein, c'est pas le manque de volonté, c'est le manque de ressources, de temps, d'argent. Pour celles qui ont commencé, les priorités sont claires. Réduire le gaspillage à la source et mieux valoriser leur propre retail.
Et au-delà de ce que les entreprises produisent comme déchets, il y a ce que nous, comme société, on jette. Les chiffres dans les rapports de Recyc Québec sont hallucinants. Dis-moi. On parle de 344 000 tonnes de textiles jetés au Québec en 2023. C'est une augmentation de 114 % en 12 ans. C'est presque inimaginable. C'est une montagne de gaspillage. Près de la moitié de tout ce qu'on achète finit directement à l'enfouissement. La moitié? Oui. Et sur la petite portion qu'on réussit à capter, via les centres de dons, mettons, seulement 6% des fibres sont réellement recyclées pour en faire de nouvelles fibres. C'est un système qui est fondamentalement brisé. C'est décourageant. L'économie circulaire n'est plus une option, là. C'est une nécessité. Alors pourquoi c'est si difficile? Si la matière est là, dans nos vieux vêtements, pourquoi on n'arrive pas simplement à la transformer en nouveaux tissus? Pour plusieurs raisons complexes. D'abord, beaucoup de vêtements ne sont pas du tout conçus pour être recyclés. OK. Ensuite, le problème des mélanges de fibres. Un T-shirt aujourd'hui, c'est souvent un mélange de coton, polyester et élastane. Le problème, c'est un peu comme essayer de décuire un gâteau pour en extraire la farine, le sucre, les œufs séparément. C'est une bonne image. Une fois que tout est mélangé, fusionné, c'est extrêmement complexe. Et finalement, on manque d'infrastructures de recyclage textile à grande échelle au Québec. C'est un chantier colossal et en plus de ce virage vers-là, les entreprises doivent aussi gérer leur transformation numérique. Comment ça se passe de ce côté-là? C'est un peu plus avancé. Environ 43% des entreprises ont déjà un plan d'action numérique. La motivation est claire. Augmenter la production, la compétitivité. L'automatisation est aussi vue comme une solution partielle à la pénurie de main-d'œuvre. Mais le principal obstacle? Reste le même que pour le virage vert, le manque de temps des dirigeants pour piloter ces changements profonds. Ils sont souvent pris dans les opérations du quotidien. Donc, si on fait le bilan, l'histoire du textile québécois, c'est pas celle d'une industrie qui meurt. Pas du tout. C'est plutôt l'histoire d'une industrie plus petite, mais beaucoup plus intelligente, plus spécialisée, qui a réussi une réinvention discrète mais impressionnante. Elle a pivoté de la production de masse vers des marchés de pointe. Son plus grand défi, et il est immense, c'est la main-d'œuvre. Mais elle est clairement positionnée pour l'avenir. C'est une industrie en pleine transition qui doit maintenant accélérer 2 virages cruciaux, le numérique et surtout le virage vert. C'est une excellente synthèse et ça nous laisse avec une question de fond. On a vu une industrie qui se bat pour se moderniser, innover, devenir plus durable, tout ça en faisant face à une concurrence mondiale féroce et une pénurie de main-d'œuvre locale. Oui. On a parlé des stratégies d'entreprise, des politiques gouvernementales, mais on peut se demander quel est le rôle du consommateur dans cette équation. Au-delà de tout le reste, est-ce que l'adoption généralisée d'une consommation plus consciente, vraiment axée sur la durabilité et l'achat local, pourrait être le facteur décisif qui permettra à cette industrie non seulement de survivre, mais de véritablement prospérer dans les décennies à venir?